Il est de ces questions que l'on ne se pose pas. Peut-être est-ce car leur réponse nous semble évidente, ou, au contraire, que l'on préfère ne pas trop se les poser, ou encore, plus simplement, car elles ne nous viennent tout simplement pas à l'esprit. Pourquoi Jupiter n'est-elle pas une étoile est probablement pour beaucoup d'entre vous l'une d'elles. Moi-même, pour être honnête, je n'ai jamais vraiment approfondi la question, et pourtant, la réponse est bien plus intéressante que vous ne le pensez actuellement. Alors, après vous avoir invité à vous abonner et à partager cet épisode, je vous propose de se retrouver après le générique pour répondre à cette question. Générique. Jupiter n'est pas une étoile. C'est un fait et personne de sain d'esprit n'oserait prétendre le contraire. Pourtant, pour pouvoir dire qu'une planète n'est pas une étoile, il faut déjà faire un petit voyage stellaire pour comprendre ce qu'est une étoile. Pour commencer cet épisode, je vous propose de partir à 600 années-lumière d'ici afin d'observer le système triple EBLM J0555-57. Celui-ci est composé de 3 étoiles, EBLM J055-57AA, AB et B. Rien que de par le fait qu'il est composé de 3 étoiles, le système offre déjà un spectacle assez particulier. Mais le plus particulier, c'est l'étoile AB. Son rayon ne fait que 0,8 fois les 69 000 km de Jupiter, soit, en comparaison, à peine plus que les 58 000 de Saturne. Alors, ça reste grand, bien sûr, mais si l'on compare aux 696 000 de notre Soleil, c'est, pardonnez-moi l'expression, ridiculement petit. Sauf que certains d'entre vous voient peut-être déjà venir le plot twist. Ce n'est pas que le diamètre d'un objet qui fait de lui une étoile, mais aussi sa composition et sa masse. Côté composition, Jupiter est relativement proche de notre Soleil. Alors que notre étoile est composée à 73% d'hydrogène, Jupiter en compte près de 80%. On entend ainsi souvent dire que Jupiter est une étoile avortée. Le problème est que, en réalité, cette affirmation est au mieux erronée, au pire mensongère. Avant d'expliquer tout ça, il va cependant falloir que je fasse une rapide parenthèse pour expliquer ce qu'est une étoile. Alors, rassurez-vous, je ne vous prends pas pour des imbéciles en disant ceci, mais cette rapide parenthèse me permettra en revanche de construire la suite de l'épisode. Pour résumer rapidement, une étoile se forme lors de l'effondrement d'un nuage de gaz. Sur cette animation, les zones plus denses et chaudes sont en rouge et les moins denses et plus froides en bleu. Lorsque le nuage de gaz va s'effondrer sur lui-même, il va se former en quelques dizaines de milliers d'années seulement ce que l'on nomme une protoétoile. Un bon exemple de pouponnière d'étoiles est, par exemple, la nébuleuse de l'Aigle, à laquelle j'ai d'ailleurs dédié un épisode du ciel vu de la Terre. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, et plutôt passer à un autre exemple. Voici BHB 2007-11, un système binaire composé de 2 protoétoiles en son centre. Mais attention, une protoétoile n'est pas encore, tout à fait, une étoile. Si celle-ci commence assez vite son processus de fusion, j'y reviendrai après, elle n'est pas destinée à devenir une grande étoile pour autant. Déjà, le nombre d'étoiles formées et leur masse, tout ceci va dépendre du nuage dans lequel elles apparaissent et même de leur position dans ce nuage et de sa densité locale. Plus une étoile aura de gaz pour se former, gaz qui va lui tourner autour en s'approchant jusqu'à en faire partie, plus celle-ci pourra grandir. Toutes les étoiles n'ont hélas pas cette chance.
Voici IRAS 20324. Cette nébuleuse, qui s'étend sur une année-lumière, contient une proto-étoile en formation. Seulement, par manque de chance, les vents stellaires, les vents de particules émises par toute étoile, ceux du Soleil étant responsables des aurores polaires par exemple, érodent le nuage de gaz dans lequel l'étoile se forme. On ne sait pas encore si celle-ci pourra emmagasiner suffisamment de masse pour atteindre sa masse critique et fusionner l'hydrogène, mais c'est mal parti. D'ailleurs, en parlant de masse critique, vous vous rappelez que j'ai dit que je reviendrai sur la fusion de l'hydrogène dans une étoile? Eh bien c'est maintenant. Pour commencer à fusionner de l'hydrogène en hélium, et donc se transformer en réacteur à fusion nucléaire géant, un objet doit faire 84 fois la masse de Jupiter au moins. On retrouve ainsi différentes classes d'étoiles. Un épisode dédié au sujet s'imposera d'ailleurs, dont les plus petites sont les naines rouges. Pour simplifier, plus une étoile est froide, plus elle est rouge, et plus elle sera chaude, plus sa couleur ira vers le bleu. On retrouve ainsi des naines rouges, naines oranges, jaunes, comme notre Soleil, des géantes, des supergéantes, et j'en passe. La catégorisation des étoiles est un sujet vaste et complexe qui mériterait vraiment un épisode à part et ne peut se résumer ici en quelques phrases. Retenez juste que les naines rouges sont les plus petites et froides. Seulement, la nature est cruelle, sinon les bananiers pousseraient partout. Mais elle est aussi cruelle car il n'y a pas de limite entre les étoiles, ni même entre les planètes et les étoiles. Si l'on pouvait cataloguer tous les objets de l'univers entier, qu'ils fassent partie de notre bulle visible de 13 milliards d'années-lumière, ou que l'expansion de l'univers ne nous les ait rendus invisibles à jamais, il y a fort à parier que l'on pourrait tout trouver, allant progressivement de la poussière aux 5 milliards de masses solaires de l'étoile UY Scuti, la plus grande connue à ce jour. Entre la planète et l'étoile, par exemple, on retrouve la naine brune. Cette classe d'objets est, selon la définition provisoire de l'Union astronomique internationale, un objet dont la masse est insuffisante pour fusionner de l'hydrogène et donc être une étoile. Leur masse est également au-dessus de 13 masses joviennes, ce qui leur permet de fusionner du deutérium. Mais leur seule vraie chaleur vient, cependant, de la pression exercée par la gravitation. Sauf que, replot twist, là aussi il existe différentes catégories, M, L, T et Y, allant des plus chaudes, presque naines rouges, aux plus froides qui dépassent à peine 230 degrés Celsius, sachant qu'une naine brune se refroidit inévitablement. Quand elle se refroidit, elle passera ainsi de la catégorie M, L, T et ensuite Y. Mais avec les naines brunes aussi, la nature réserve des surprises. Les naines brunes supermassives, qui sont encore à ce jour des objets théoriques. Car pour entamer la fusion de l'hydrogène, une étoile doit encore avoir conservé de la chaleur. Or, si une naine brune froide gagne lentement de la masse, sans qu'une collision brutale ne la réchauffe, elle peut en théorie dépasser la masse de fusion sans la déclencher. Pour résumer cette parenthèse, l'univers, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait que très difficilement sur quoi on peut tomber. Et croyez-moi, je vous réserve encore des surprises pour un futur épisode, comme des hybrides entre étoiles et nuages de gaz. Mais j'en ai déjà trop dit, alors revenons-en plutôt à notre étoile en formation abandonnée depuis maintenant un peu trop de parenthèses et digressions. Autour de l'étoile, cette animation représentant d'ailleurs notre système solaire, va se former ce que l'on nomme un disque d'accrétion, à partir duquel vont se former des poussières, astéroïdes, protoplanètes, puis des planètes. Mais ce disque d'accrétion ne contient pas que des poussières. Il contient aussi du gaz,
que les planètes les plus massives et ayant eu la chance de se former plus vite vont à leur tour dévorer. La suite, on la connaît mal. Il existe différentes théories quant au possible changement d'orbite, migration, etc. des géantes gazeuses, mais ce sujet faisant encore souvent débat, on va rester sur le plus concret et ce dont nous sommes certains. De par sa composition, proche du Soleil, on peut aisément affirmer que Jupiter a disposé des mêmes matériaux pour sa formation et que, par déduction, elle s'est formée relativement tôt. En résumé, et contrairement à ce que l'on entend souvent, Jupiter n'est pas une étoile avortée. Elle n'a malheureusement jamais eu l'occasion d'emmagasiner suffisamment de gaz, et la nébuleuse qui a donné naissance au système solaire, ou du moins la partie depuis laquelle il s'est formé car il n'était pas le seul, n'en a probablement pas laissé la possibilité. Et encore heureux, car avec une étoile de plus, et bien plus grande, ou les deux, nous ne serions pas là, et je ne pourrais pas, inlassablement, faire de blagues sur les bananes. Mais ça, c'est un autre sujet. En attendant, c'est sur ceci que va se terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.